Depuis son importation au siècle précédent, l'islam a pris énormément de place dans la vie publique française et déchaîne les passions. Aussi, penser un ordre social et politique fondé sur la tradition catholique de notre pays semble inconciliable avec cette religion. Loin de nous attarder sur des considérations théologiques sur la compatibilité du catholicisme et de l'islam, nous tâcherons dans cette vidéo de réfléchir aux conséquences politiques que la restauration du royaume de France pourrait bien avoir sur l'islam et sur les musulmans, mais aussi par là même sur les pratiquants de toute autre religion. Pour nous y aider, Mohamed, musulman et royaliste, nous accueille dans le Poitou. Bonjour Mohamed, à une époque où les identitarismes se renforcent, vous êtes enfant d'immigrés, pourtant vous aimez la France, sa terre, ses peuples et son histoire, au point que vous êtes diplômé d'une maîtrise en histoire médiévale et aujourd'hui maraîcher dans le pays poitevin. Vous êtes également musulman sunnite pratiquant et président du cercle d'études légitimistes Alphonse de Poitiers, c'est-à-dire que vous souhaitez et travaillez activement à la restauration d'un royaume catholique en France. Voilà donc un parcours pour le moins atypique et qui nous interroge. Comment de telles positions sont-elles conciliables, Mohamed? Comment peut-on être musulman et légitimiste? Alors bonjour Swan. Alors pour commencer, je vais revenir sur certains points que vous avez soulevés. Alors tout d'abord, l'importation de l'islam au siècle précédent. Alors, je voudrais quand même rappeler que les relations entre islam et Occident, et notamment le Royaume de France, sont beaucoup plus anciennes qu'on ne l'entend aujourd'hui. On peut rappeler notamment les relations qui existaient déjà sous Pépin le Bref. On pense souvent à la bataille de Poitiers, mais il existait également des relations cordiales qui existaient déjà sous Pépin le Bref avec le califat abbasside de Bagdad et qui se sont poursuivies sous Charlemagne, qui était un ami. C'est comme ça qu'ils se définissent dans les textes. Amis du calife Haroun al-Rachid de Bagdad. Ils s'échangeaient des cadeaux et ils étaient alliés, même alliés politiques, à la fois contre les Byzantins qui étaient rivaux des Carolingiens et contre le califat dissident omeyyade de Cordoue. D'accord. Voilà. Alors ensuite, ces relations cordiales ont perduré, notamment sous François Ier, à partir de François Ier, la France devient l'allié de l'Empire ottoman. Voilà, le dernier héritier du califat, si je puis dire. Avec le rôle du royaume de France était effectivement de protéger les chrétiens d'Orient, et protection des chrétiens d'Orient passait par une alliance politique avec le califat en place, donc l'Empire ottoman, et voilà, et cette alliance politique a perduré jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, voire même jusqu'à Charles X, donc jusqu'à la fin de la monarchie légitime en France. D'accord. Voilà. Alors après, pour ce qui est de l'importation massive, Oui. là je comprends qu'on est sur autre chose, mais c'est effectivement une conséquence en fait de la Révolution, cette importation massive. C'est une conséquence du déracinement des peuples voulu par la Révolution à travers le colonialisme. Bien sûr. Le colonialisme qui est, rappelons-le, avant tout une œuvre révolutionnaire. Bon, effectivement, ça avait commencé à l'époque moderne, sous l'influence de l'humanisme. Je tiens quand même à le rappeler. Les grandes découvertes et l'humanisme sont quand même très liés, mais notamment pour la colonisation de l'Afrique du Nord, ça s'est fait à partir de 1830. Mais déjà sous Charles X. Sous Charles X, mais justement, effectivement, sous Charles X, en fait, il s'agissait d'une expédition punitive contre un État, les États barbaresques, qui était en fait un État pirate, qui reconnaissait officiellement l'Empire ottoman.
en tant que calife légitime, mais qui de fait menait une politique totalement indépendante. Et l'idée de Charles X, à la base, n'était pas de coloniser l'Algérie, d'en faire un territoire français, mais de mettre fin à cet État barbare qui menait des actes de piraterie, notamment contre les navires français en Méditerranée, et de le remettre sous administration directe ottomane. Voilà, c'est ce qui était l'objectif de base. Mais la colonisation mercantile, si je puis dire, colonisation qui a perduré donc jusqu'au milieu du XXe siècle, elle s'est vraiment cristallisée sous Louis-Philippe, sous la République, mais également avant ça sous Louis-Philippe, qui est le monarque républicain par excellence, le monarque de la Révolution. Voilà. D'accord. Mais effectivement, oui, il y a eu effectivement des musulmans en France sous l'Ancien Régime, avec des rapports très cordiaux. Effectivement. Et pas principalement des diplomates. Oui, voilà. Principalement des diplomates, mais qui étaient là en tant qu'amis. Ils pouvaient pratiquer leur religion au sein du royaume catholique de France. Bien sûr. Voilà. Après, sur comment peut-on être musulman et légitimiste, en fait, si vous voulez, moi je poserais la question dans l'autre sens, comment peut-on être musulman français sans être légitimiste ? Dans la mesure où quand on est on est musulman. Moi, c'est mon cas, je suis musulman de par ma famille, de par ma foi, et je suis français. Voilà, ça n'est pas de ma faute. Je suis né en France, j'y ai grandi, je ne suis chez moi nulle part ailleurs. Et en tant que Français, j'aime mon pays. J'aime mon pays, car vous disiez tout à l'heure enfant d'immigrés. J'ai pas forcément un parcours typique d'un enfant d'immigré. Voilà, je n'ai pas grandi dans une cité, j'ai plutôt grandi dans la France profonde, la campagne française. Et je suis effectivement agriculteur actuellement. Et donc ce qui m'amène à aimer la France, à aimer mon pays, ce qui est normal. Et oui, quand on aime son pays et qu'on est à la fois qu'on aime son pays, mais qu'on est également animé d'une foi en Dieu et d'un idéal qui se rattache à cette foi et de valeurs, on ne peut chercher que le bien de son pays. Et si on regarde bien à travers l'histoire, le bien du pays ne s'est réalisé qu'à travers le régime légitime de ce pays, qui est la monarchie traditionnelle et féodale de droit divin. Voilà, la monarchie d'Ancien Régime. D'accord. Voilà, donc en tant que musulman, on ne peut que être... en tant que musulman français, on ne peut que être légitimiste. Et vous parliez également de la compatibilité théologique, on ne s'attarderait pas sur la compatibilité théologique du catholicisme et de l'islam. Effectivement, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je tiens quand même à souligner qu'il y a une grande proximité sociale du catholicisme et de l'islam. L'islam cherche à instaurer une société telle que la société catholique traditionnelle, basée sur la famille, sur des valeurs traditionnelles, sur la piété filiale, le respect de l'autorité, l'obéissance par amour de l'autorité et non l'obéissance servile. Et donc cette proximité sociale doit amener tout musulman français à se rapprocher de ceux qui veulent réinstaurer cette société traditionnelle catholique en France. D'accord. Voilà. En tant que musulman, on sera forcément mieux dans une société traditionnelle catholique que dans cette république païenne qui n'a absolument aucune valeur et qui cherche à nous monter les uns contre les autres. En même temps, j'entends ce que vous dites et moi je pense que pour notre auditoire, il est important de se demander finalement, est-ce que vous n'avez pas peur que un royaume catholique, puisque les gens se font quand même beaucoup d'idées sur ce qu'est le catholicisme, sur qui sont les catholiques, etc. Vous n'avez pas peur que finalement dans un royaume catholique, vous puissiez être méprisé, être reclus, exclu, et puis finalement ne pas pouvoir pratiquer votre foi comme vous aimeriez la pratiquer le mieux possible? Alors oui, effectivement. Alors déjà sur cette perception qu'on peut avoir des catholiques
et également des musulmans à l'inverse. En France, je pense que c'est avant tout une volonté politique de la part de nos chers dirigeants républicains qui est de nous diviser, parce qu'ils savent, ils ont bien vu, notamment, je pense que ça s'est cristallisé lors des manifs pour tous, je pense. Ils ont bien vu la grande proximité qu'il y a entre nos idéaux, entre les sociétés qu'on veut instaurer. Et je pense que leur peur, c'est effectivement qu'on s'allie, et que leur objectif, c'est de nous diviser. Parce que tant qu'on est divisé et qu'on se bat les uns contre les autres, on ne peut pas faire front uni contre cette République païenne. Et donc voilà, je pense que cette perception et que cette peur est plus irréelle et plus une peur instrumentalisée, comme la peur du Covid actuellement, que vraiment réelle. Après, pour revenir à des questions factuelles historiques, sous l'Ancien Régime, comme je disais, il y avait effectivement des diplomates musulmans en France, qui pratiquaient leur religion en France. Bon, ça n'était pas des familles entières, effectivement. Oui. Mais il n'y a jamais eu d'obligation de la part des sujets d'être catholiques. Voilà. Il y a toujours eu des juifs en France, notamment au Moyen-Âge. Oui. Et aucun juif n'a jamais été expulsé, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Ça, c'est une imposture historique. Aucun juif n'a jamais été expulsé parce qu'il était juif. Voilà. Il n'y avait que les juifs qui faisaient semblant de se convertir au catholicisme, mais qui ensuite reniaient, mais qui faisaient semblant de se convertir pour des intérêts financiers ou autres, qui étaient expulsés. Et également les juifs usuriers. Les juifs et les lombards usuriers. Oui, alors, parce que l'usure est un péché et que... Exactement, oui, voilà, comme en islam d'ailleurs. Proximité de plus. Mais oui, donc aucun juif n'a jamais été expulsé parce qu'il était juif. S'il était juif et qu'il le restait toute sa vie, il pouvait très bien, mais qu'il travaillait et qu'il vivait honnêtement, il pouvait très bien rester dans le royaume de France. Oui. Et on a également vu des synagogues qui ont été construites sous l'Ancien Régime. Voilà, des lieux de culte non catholiques construits avec la permission du roi sous l'Ancien Régime. D'accord. Donc voilà, ça n'est pas la République qui a inventé et instauré la liberté religieuse. C'est ça, c'est une... Et puis les Juifs étaient sous l'autorité directe du roi, qui était leur défenseur contre justement parfois la vindicte populaire, etc. Effectivement, ils étaient protégés effectivement par la justice royale également. Voilà, on n'avait pas le droit de prendre les biens d'un juif parce qu'il était juif. Quelqu'un qui prenait les biens d'un juif parce qu'il était juif, il était jugé comme un voleur, tout simplement. Voilà. D'accord, très bien. Donc vous espérez que vous pourrez avoir le même traitement sous une restauration Si vous voulez, je le pense, et je ne vois pas pourquoi ça serait l'inverse. C'est-à-dire que ça serait contraire aux valeurs du catholicisme tel que je le connais, de vouloir imposer une conversion forcée à tout non-catholique. Et d'autre part, ça rejoint l'idée de la fidélité. En tant que musulman, on doit être fidèle au roi. En tant que musulman français, bien sûr. On doit être fidèle au roi. Et être fidèle au roi, ça n'est pas se méfier sans cesse, se dire oui, est-ce que le roi va nous rendre ce qu'on lui donne, est-ce que le roi ceci. Non, c'est lui être fidèle, lui faire confiance également. Donc je pense qu'il y a aussi une confiance à poser. D'accord. Voilà. Et vous avez confiance en Louis XX aujourd'hui ? J'ai confiance en Louis XX parce que c'est le roi légitime, désigné par les lois fondamentales du royaume et voulu par Dieu. Alors le président Emmanuel Macron entend créer un islam de France compatible avec les valeurs de la République afin d'enrayer l'islamisme. Personnellement, bien que je comprenne la nécessité de la lutte contre terroristes, j'y vois une manœuvre totalitaire de plus de l'État républicain qui, une fois encore, outrepasse la sphère publique à laquelle il devrait être contenu pour s'immiscer dans la sphère privée et façonner l'islam pour faire des musulmans de bons républicains, de la même manière qu'il s'y est pris avec les chrétiens. Il me semble que c'est aux musulmans eux-mêmes de définir l'islam et non pas à l'État. Or, l'islam n'étant pas une religion instituée, aucune autorité n'y faisant loi comme l'Église catholique pour les chrétiens catholiques, il est de fait facile à des musulmans de tomber dans le fanatisme entraîné par des imams radicaux ou des contenus de propagande djihadiste sur Internet. Que pensez-vous de cette mesure ? Pensez-vous que l'État royal devrait encadrer l'islam de France de la même manière, ou au contraire, puisqu'il ne peut pas être totalitaire,
laisser libres les musulmans déterminer eux-mêmes leur foi et risquer de voir fleurir alors le djihad sur le territoire. Alors, vous dites que l'islam n'est pas une religion instituée. Je tenais quand même à rappeler d'un point de vue historique que l'islam a quand même été une religion instituée sous les califes bien guidés, donc les successeurs directs du prophète. D'accord. Voilà, donc, mais actuellement, effectivement, il n'y a plus visiblement de califes et de commandeurs des croyants légitimes, et ça n'est pas à nous de le définir. Ça sera Dieu, et nous savons que Dieu un jour le fera, de le réinstituer. Voilà. Après, pour ce qui est de l'orthodoxie islamique, je pense qu'elle est quand même claire. C'est-à-dire on a toute une tradition à la fois historique et théologique, mondialement reconnue comme étant orthodoxe. Et je pense qu'on peut se baser sur cette tradition, et que cette tradition, on est forcé de constater qu'elle est quand même loin des fanatismes qu'on peut connaître aujourd'hui. Alors après, pour ce qui est de la mesure de président Emmanuel Macron, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est effectivement une manœuvre, en fait je pense, pour vider la religion. Ça a été le cas également avec le catholicisme, c'est encore le cas avec le catholicisme, pour vider la religion de sa substance, en fait, et faire des musulmans comme des catholiques un groupe social qui n'a plus vraiment de foi, mais qui est identifié comme groupe social, et qui au fond, oui, effectivement, sert la modernité, sert la République. Et en fait, si on regarde si on regarde de plus près ce que nous propose la République aux musulmans, parce qu'il est vrai que beaucoup de républicains essayent de faire campagne auprès des musulmans, vont dans les cités, l'opinion tout à fait, voilà, effectivement. Mais en fait, si on y regarde bien, ces gens-là nous proposent effectivement de matériellement nous donner un confort matériel certain, quitte à nous aider à construire des belles mosquées. Nous aide pas tant que ça. Nous faire miroiter des aides pour la construction de mosquées. Mais à côté de ça, des mosquées où on dit quoi ? On dit qu'il faut aller voter, et on ne dit surtout pas que l'avortement est un crime. Voilà. Donc en fait, on vide, c'est ce que je disais, on vide la religion de sa substance. On n'est plus musulman que par l'habit, et par le bâtiment. Voilà. Et il me semble clair que la République et ce qu'elle véhicule et ce qu'elle veut instaurer comme société sont irrémédiablement incompatibles avec toute forme de croyance sincère en Dieu, que ce soit l'islam, le catholicisme, voire même le protestantisme, le judaïsme. Mais encore que le protestantisme a des accointances assez naturelles avec le libéralisme final. Effectivement. Et donc avec la forme républicaine des institutions. Effectivement, mais ça c'est un glissement. Je pense qu'un protestant qui n'a pas encore glissé, bien sûr, qui n'a pas glissé vers vers cette républicanisation et vers cet athéisme, en fait. Ce glissement, c'est un glissement vers l'athéisme. C'est ça. Un protestant qui croit encore sincèrement en Dieu, qui n'a pas glissé vers cela, effectivement, n'est pas conforme lui non plus aux dites valeurs de la République. C'est clair. Voilà. Pour ce qui est de l'État royal, oui. Si vous voulez, quand on revient effectivement à la fin des califes bien guidés, il n'y a plus d'institution vraiment mondiale, universelle, parce que mondiale, c'est un petit peu connoté. Voilà, universelle pour l'islam. Cependant, il y avait des institutions nationales. Je pense notamment à l'institution du grand moufti de Constantinople, sous l'Empire ottoman, qui était l'équivalent musulman du patriarche de Constantinople, sous l'Empire ottoman toujours. Et je pense que effectivement une institution au niveau national serait une bonne chose.
Après, effectivement, ça n'est pas à l'État royal de définir le contenu théologique c'est à cette institution de le définir. Et alors après, sur qui se basera cette institution, je ne suis pas devin, voilà, mais je pense que ça serait que les plus légitimes pour définir et pour mettre en place cette institution seraient les musulmans légitimistes. D'accord. Voilà. Seraient les musulmans légitimistes. Oui, ce qui est plus logique. Ouais, ce qui serait le plus logique. Et donc des musulmans qui seraient effectivement orthodoxes. Voilà, et qui seraient respectueux à la fois de l'autorité politique. Respectueux, voilà, de l'autorité politique, respectueux du roi, fidèle au roi. Voilà. Parce que la fidélité, c'est également une valeur islamique. Bien sûr. Une valeur de toute religion. Et également respectueux de la tradition. Parce que ce qu'on voit, c'est que actuellement les fanatismes sont en fait des mouvements très modernes. Oui. Un petit peu comme on a vu avec le puritanisme. Oui, voilà, ce sont des mouvements révolutionnaires en fait. Tout à fait, oui. Des révolutionnaires, les fanatiques actuels. Mais ceux qui se rattachent vraiment à la tradition, non, sont des gens beaucoup plus calmes et pondérés, si vous voulez. Donc voilà, je pense que ce serait à ces gens-là, effectivement, aux musulmans légitimistes et aux savants, parmi les musulmans légitimistes, de définir cette institution. Très bien. Et donc le rôle de cette institution, précisément, ça va être de représenter l'ensemble de la communauté des croyants intègres de l'islam. En même temps, il va y avoir certainement des fanatiques qui vont pouvoir se réclamer de l'islam. Donc cette institution, elle va devoir trier quand même le bon grain de l'ivraie. Elle va devoir trier quels sont les musulmans qui sont dans l'orthodoxie islamique et ceux qui n'y sont pas. Et aussi de faire peut-être l'inquisition finalement. On y revient, mais l'inquisition dans les mosquées musulmanes, bon, les mosquées tout court, mais pour pouvoir justement définir si ici ou ailleurs, il y a du fanatisme qui arrive, et donc de ces révolutionnaires-là pseudo-musulmans, et de pouvoir aussi donc les chasser. Parce que si cette institution ne remplit pas son rôle, en fait ça va jeter le discrédit sur l'islam en France, et il n'y aura pas d'islam possible en France. Alors oui, effectivement, le rôle de cette institution, ça sera de maintenir et de garder l'orthodoxie de la foi. Et donc, effectivement, il faudra une sorte d'inquisition qui ira vérifier que dans les mosquées, il n'y ait pas de discours qui seraient contraires à l'orthodoxie de la foi. Et des discours fanatiques sont de toute façon contraires à l'orthodoxie de la foi. Voilà, alors ça, effectivement, ça serait l'un des rôles de cette institution. Cependant, ce rôle se limite d'un point... si vous voulez, ce rôle... s'arrête à partir du moment où le fanatisme commence à se manifester de manière concrète et violente. Là, on passe dans le crime de droit commun, et là c'est effectivement à l'État d'intervenir. Et je ne vois pas pourquoi ça devrait jeter le discrédit sur l'islam ou sur l'institution, dans la mesure où ça devient des criminels de droit commun. Après, effectivement, l'institution aura pour rôle en amont d'éviter ce genre de dérives. Mais bon, si ces dérives arrivent, c'est du droit commun, c'est à la gendarmerie d'ordonnance de remettre de l'ordre là-dedans et d'arrêter les fautifs. Qu'est-ce que tu penses? C'est une question que je rajoute comme ça. Oui. Qu'est-ce que tu penses, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup à l'extrême droite, de la possibilité, comme mesure de l'État, contre justement toutes les personnes qui ne sont pas, donc qui sont dans ce fanatisme, qui arrivent au terrorisme, qui sont souvent issus de l'immigration, de la réimmigration comme solution politique. D'accord. Alors, effectivement, c'est une question qui est nouvelle pour moi. En fait, si vous voulez, en tant que traditionnaliste, je suis contre le déracinement. Voilà. Bon, moi-même, je suis né ici, j'y ai grandi, donc pour moi, je suis enraciné ici. Après, si vous voulez, je vois deux catégories
de sujets du roi d'origine étrangère. Il y a ceux qui y sont enracinés, voilà, qui y sont depuis plusieurs générations, ou qui y arrivent, mais avec la volonté de s'enraciner dans le royaume de France et d'y rester. Donc ça, c'est une chose. Et il y a ceux qui viennent, c'est le cas par exemple des réfugiés, qui viennent parce qu'ils doivent fuir leur pays pour des raisons, géopolitiques, pour des raisons de sécurité, en fait, de sécurité directe, concrète. Oui. Voilà. Et ces gens-là, je peux comprendre que en venant se réfugier ici, ils aient pour idée et pour objectif de, dès que ça ira mieux dans leur pays, d'y retourner. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Ces gens-là, je peux comprendre, voilà, qu'ils ne s'enracinent pas en France, dans la mesure où, une fois en France, ils respectent la culture française. Ça, voilà, ça va de soi, mais bon, je pense que c'est tout à fait envisageable d'être étranger dans un pays tout en respectant la culture, de ne pas imposer sa propre culture dans le pays, tout en pouvant continuer à la pratiquer. Voilà, on ne va pas demander à des Syriens qui viennent là, qui sont là depuis 5 ans parce qu'ils ont été obligés de fuir leur pays, de devenir des Français. Voilà, si dans 10 ans ils espèrent retourner dans leur pays, ça n'a aucun sens. Mais pour ceux qui y sont enracinés, voilà, je suis contre le déracinement. Oui, bien sûr. Voilà. Dans un sens ou dans l'autre. Également, je n'encourage pas des gens qui viennent de pays qui ne sont pas en guerre, mais qui sont attirés par le rêve américain ou le rêve français d'abandonner leur pays. Déjà, c'est un manque de fidélité envers leur pays, envers la terre de leurs ancêtres, d'abandonner leur pays pour venir faire fortune à l'étranger. Bien sûr. Alors après, pour ce qui est de la réémigration... Ça concernerait plutôt en fait les gens qui sont en France, qui ne se sont pas assimilés, qui refusent la culture française, qui la rejettent, qui la méprisent et qui agissent contre le bien commun. Oui. Et qui finalement souvent basculent dans la délinquance, etc. Oui. Et donc là, de dire, bah écoutez, si vous préférez votre culture que la nôtre, bah rentrez chez vous, quoi. Oui, bah ça après, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, effectivement. Après, je pense que ça sera à voir au cas par cas. Oui, bien sûr. Certains, certainement, n'ont rien à faire ailleurs, en fait. Ils se sentent pas chez eux ici, mais ils se sentiraient pas non plus chez eux ailleurs. Voilà, et ça, c'est à voir au cas par cas. Oui. Après, d'autres, non, effectivement, sont là et juste pour mettre la pagaille et doivent être renvoyés de là où ils viennent. Voilà. Mais oui, après, bon. Ouais, après, c'est vraiment une question annexe parce qu'elle est je pense que ça sera à voir au cas par cas. Oui. Et après, voilà, pour ce qui est des dérives violentes, là, c'est du droit commun. Tout à fait. Justement, ça amène à cette question de la place en fait des signes visibles islamiques en France dans ce qui pourrait redevenir donc ce royaume catholique. Oui. Alors, il y a le voile qui revient souvent sur du burkini, etc. On nous la sort à toutes les sauces. Et puis on a les mosquées évidemment qui pour le coup sont très visibles. Oui. Alors, c'est une question très intéressante. Bon, là encore, je ne suis pas l'institution qui a décidé de tout ça. Oui. Mais si vous voulez, je pense que dès l'instant où les autres religions sont acceptées en France, notamment l'islam, nous devons tous pouvoir pratiquer notre religion de manière décente et convenable. Voilà. Bon, ça, je pense que c'est un droit naturel et traditionnel. Voilà. Après, voilà, pour ce qui est des mosquées, par exemple, je pense que la mosquée ne doit pas s'imposer. De toute façon, c'est pas le but d'une mosquée, de s'imposer, de prendre la place au sein de la ville, dans le paysage, de manière agressive. Ça n'est pas le rôle de la mosquée. La mosquée, c'est un lieu de prière, de recueillement. Voilà. Après, qu'il y ait un minaret de style... je pense d'ailleurs que les mosquées devraient être du style du pays dans lequel elles sont. C'est faux de dire qu'il y a un style islamique. Il n'y a pas de style islamique. Vous prenez une mosquée en Indonésie et une mosquée au Maroc, ça n'a rien à voir. Bon, c'est une mosquée. Entre les éléments classiques. Les éléments liturgiques qui sont, bien sûr. Mais au niveau du style, ça n'a rien à voir. Vous mettez une mosquée marocaine en Indonésie, ça fera tâche. Voilà.
Et effectivement, en France, souvent actuellement, certains ont du mal à assimiler effectivement cette culture française et ont tendance à mettre des mosquées marocaines ou de style dit arabe en France. Et ça, effectivement, je comprends que ça puisse faire un petit peu tâche. Je pense que des mosquées en France devraient être plutôt de style roman ou gothique. Voilà. Après, une mosquée, dans la mesure où la religion doit être pratiquée convenablement, n'a pas à se cacher non plus. Voilà. On peut faire une mosquée jolie, bien intégrée au sein de la ville, d'un style gothique, roman, voilà, quelque chose de joli, d'agréable pour l'œil. Comme nous, musulmans, profitons des cathédrales et des églises. Enfin, c'est agréable pour nous. On trouve que ce sont des bâtiments jolis. Ça ne nous gêne pas, loin de là. Et voilà, je pense que les mosquées peuvent être... doivent être dans ce style-là, visibles sans s'imposer de manière agressive. Voilà. Exactement. Après, pour ce qui est du voile, c'est pareil, ça rejoint la question de la pudeur. En islam, le principe, c'est la pudeur. Principe qui existe et qui rejoint la chasteté dans le catholicisme. Voilà. Donc là encore, proximité sociale. Voilà. Après... le voile est en principe une obligation religieuse. Le voile, attention, le voile sur la tête, sur les cheveux. Pour ce qui est de la burqa, en fait. Voilà, du hijab, mais qui est en fait simplement une tenue pudique. Mais après, voilà, le voile sur les cheveux, ça n'est pas non plus un fondamental de l'islam. On a de très bonnes musulmanes qui ne le portent pas et des musulmanes absolument insupportables qui le portent. Voilà. Après, voilà, ça c'est uniquement... ce qui est islamique, c'est uniquement voilà, le vêtement pudique. Après, pour ce qui est des voiles intégraux, de tout ce genre de pratiques, ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà, ce sont des constructions postérieures qui sont des traditions culturelles en fait. Voilà, qui sont des traditions culturelles d'origine païenne, car dans beaucoup de sociétés païennes, notamment les sociétés arabes païennes, la femme était considérée comme un petit peu mineure, voilà, comme devant être à part, et c'est en fait des réminiscences païennes, plus qu'un fait culturel islamique. D'accord. Tout ce qui est burqa, ce genre de choses. Donc ça n'est pas aux musulmans de défendre ce genre de signes. Et cette institution alors du Grand Moufti de France ne serait certainement pas donc dans l'application en fait de ce style-là. Ah non, absolument pas. Non, absolument pas. Non, il encouragerait, dans le cadre de l'orthodoxie de la foi, il encouragerait les musulmans, aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs, à la pudeur. Bien sûr. Voilà, mais il n'encouragerait absolument pas. Je pense même qu'il devrait plutôt interdire, dissuader, voilà, interdire, je ne sais pas, mais au moins dissuader. Après, pourquoi pas interdire, parce que c'est vrai que le fait de se voiler le visage, ça pose problème, comme on le voit actuellement avec le masque. Dit en passant. Voilà. Mais en tout cas, oui, dissuader les musulmans d'entrer dans ce genre de pratiques qui n'ont rien d'islamique, qui n'ont rien d'orthodoxe. Très bien. Alors, vous nous avez expliqué l'accord que vous trouvez donc dans votre engagement légitimiste avec la foi musulmane. Qu'aimeriez-vous dire aujourd'hui, à présent, aux musulmans qui nous écoutent? Quel avenir souhaiteriez-vous leur proposer? Ce que je souhaite pour nous musulmans, c'est de travailler activement à la restauration de la monarchie traditionnelle et féodale de droit divin, donc monarchie légitimement historiquement catholique, voilà, de servir fidèlement le roi de France pour réinstaurer une société saine, une société qui en soi serait beaucoup plus islamique que la société païenne, républicaine dans laquelle on vit. De réinstaurer cette société aux côtés de nos frères catholiques, qui sont beaucoup plus proches de nous qu'on essaye de nous le faire penser de nos jours. Et voilà, de travailler fidèlement avec le roi, tout en se rappelant que la fidélité est une valeur islamique. Amen. Eh bien, merci beaucoup, Mohamed. Merci à vous. Merci d'avoir eu le courage de présenter vos opinions qui
ne sont pas beaucoup représentés aujourd'hui en France. Merci de les avoir portés avec autant de calme, de joie, voilà, merci beaucoup. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager largement autour de vous. Et si vous souhaitez poursuivre l'aventure et découvrir à quoi l'avenir de la France pourrait ressembler si nous agissions avec le réalisme de la philosophie politique traditionnelle, alors n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et pour soutenir mon travail, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. A bientôt.